L'année scolaire 2019-2020 est dans les starting blocks depuis ce lundi 2 septembre 2019. Une occasion également de revenir et de questionner le système éducatif au Cameroun. Comment ce système a-t-il été élaboré? A-t-il désormais des insuffisances au regard de l'avancée et même de nouvelles disciplines rentrées dans le système éducatif national africain et mondial? Pourquoi est-on toujours dans ce système qui semble désormais afficher un certain nombre de lacunes? D'ailleurs, depuis pratiquement 5 voire 10 années, on enregistre au Cameroun des résultats scolaires en dessous des 50%. Qu'est-ce qui justifie ces résultats en dessous de 50% sur le plan national? Et pour ce qui est de tous les ordres d'examen, mais également comment comprendre que le niveau des élèves issus des différents établissements tant publics que privés est de plus en plus mis en mal et même critiqué par les observateurs et autres membres de la communauté éducative? Une question et bien d'autres questions qui ne manquent pas d'être soulevées en ce début d'année scolaire 2019-2020. Il faut également le dire, cette rentrée scolaire a été effective. Ensemble du triangle national, nos éditions de l'information sont longuement revenues sur cette nouvelle rentrée scolaire et avec nos acteurs et nos panélistes ce soir, nous ferons le tour de la question du système éducatif au Cameroun. Pourquoi le niveau réel des élèves, des apprenants est de plus en plus critiqué? C'est la problématique sur la table du débat ce soir, sur la télévision du Monde, dans le cadre de Tout au clair. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité surtout. Bonne rentrée scolaire à tous les apprenants, au corps enseignant, mais également au personnel administratif des établissements de la maternelle, du primaire et du secondaire, du triangle national. Ces derniers ont renoué ce lundi avec le chemin des classes. Mais pourtant, ce soir, nous allons questionner justement le système éducatif du Cameroun avec nos panélistes ce soir. Une fois de plus, bienvenue au débat sur Télévision du Monde dans le cadre de cette émission interactive. Vous le savez, vous pourrez nous envoyer vos contributions via le 6 99 57 30 26 si vous êtes au Cameroun. Si vous êtes en dehors du Cameroun, vous êtes sur l'indicatif Notre Pays, le Cameroun, le 00237. Vous pourrez également participer à ce débat via la page Facebook de ce programme, page dédiée, à savoir Tout au clair, LTM officiel, et vous faites partie de ces nombreux téléspectateurs qui, au quotidien, lundi, mardi, mercredi, 21h, 22h30, nous apportent leur contribution pour davantage donner de la valeur ajoutée à la problématique qui est posée dans le cadre du débat sur la télévision du Monde dans ce programme. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir, bienvenue. Dans quelques instants, la présentation du panel. Ils sont 5 à avoir été conviés dans le cadre de l'échange ce soir sur la télévision du Monde, dans le cadre de ce débat sur Tout au clair. Ils sont donc installés dans ce plateau et avec eux, nous ferons le tour de la question. Et parmi eux, un parent d'élève qui a accepté de venir partager avec nous sa connaissance du système éducatif du Cameroun. Il est à notre gauche ce soir. Eric Pimlap, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moutomé. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Déjà, merci de nous avoir invités à cet échange ô combien important. Car vous savez, l'éducation, c'est la clé pour notre épanouissement et pour le développement de notre pays. Mais vous me permettrez, pour le début de cette émission, de souhaiter une bonne rentrée à nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui vivent dans des conditions assez difficiles et dans des conditions sécuritaires que nous connaissons. Merci à vous d'être là ce soir. Juste à côté de vous, un animateur pédagogique dans un établissement privé réputé de la capitale économique du Cameroun, Douala. Au-delà d'être animateur pédagogique de langue française, il est pour ce soir le représentant de son chef d'établissement dans le cadre de ce débat, Harrison Richard Mbega, c'est son nom. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Moutomé. Merci d'être sur votre plateau pour répondre à vos éventuelles questions. Je voudrais saluer, comme l'a dit le panéliste de gauche, tous les élèves qui ont repris l'école ce matin, notamment ceux de nos élèves qui ont répondu présent.
je suis prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Merci à vous d'être là en face. Deux autres invités, et non de moindre parmi eux, un enseignant, philosophe. Il est également à la tête de la formation de plusieurs jeunes Camerounais. Il a accepté d'être avec nous ce soir dans le cadre de ce débat. Monsieur Noubissi Wafo, c'est son nom. Bonsoir. Merci, bonsoir, Monsieur Moutomé. Je suis très heureux d'être parmi vous et je crois que je vais sans doute apporter ma modeste contribution à l'enrichissement du débat que vous êtes en train d'initier. Et je profite pour dire bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous les élèves qui ont repris le chemin de l'école ce matin. Merci à vous d'être là. Juste à votre droite, notre invité qui a accepté d'être là en notre compagnie. Il a plusieurs casquettes. Ce soir, nous retiendrons la casquette d'écrivain, mais également de libraire. À côté de cela, de parents d'élèves. Julien Sepo, c'est son nom. Julien, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous mes copanélistes. Et tout en disant également bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent ce soir. Je vous remercie de m'avoir convié à ce débat et j'espère qu'au sortir d'ici, ceux qui nous suivent seront édifiés, n'est-ce pas, sur un certain nombre de questions qui tournent autour de l'éducation de nos enfants. Merci à vous d'être là. Nous avons également convié dans le cadre de ce débat un universitaire qui malheureusement n'est pas encore dans ce studio, mais nous ferons avec ceux des invités déjà confortablement installés. Permettez bien évidemment de débuter avec nos enseignants sur ce panel. Monsieur Bega, vous avez vécu cette première journée de classe. Quel est le sentiment que vous avez? Avez-vous retrouvé la sérénité auprès de vos élèves, vos apprenants qui sont certainement massivement venus reprendre l'appel de la nouvelle année scolaire 2019-2020? Oui, merci. Au collège de l'Agapé, tout s'est bien passé malgré la pluie. À 7h30, tous les élèves étaient en salle, les encadreurs aussi. Nous avons aussi noté la présence du principal et du vice-principal qui ont fait le tout pour rappeler aux élèves les consignes de sécurité, notamment la mise en garde en ce qui concerne les stupéfiants, les drogues de toutes sortes, et surtout, n'est-ce pas, la notion de vivre ensemble qui a été enseignée à tous les élèves et par classe. Bon, c'est vrai, cela aurait pu avoir lieu dans la cour, mais vous savez, il a plu ce matin et ils l'ont fait classe par classe. D'accord. Et je crois que c'est pour confirmer votre question. Il y a eu une rentrée effective au collège de l'Agapé ce matin. Sans publicité, il faut le rappeler. Merci. Également, sans publicité. Monsieur Nombissi Wafo, y a-t-il eu une effervescence véritablement dans la capitale économique du Cameroun, Douala, autour de cette rentrée scolaire? Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu rentrée scolaire. Des élèves, on en a vu sur les chemins d'école, on a vu comment il y avait une certaine grouille dans des divers établissements scolaires de la ville. Bon, maintenant, est-ce que c'est déjà la grande ambiance? Est-ce que la vitesse de croisière est atteinte? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce qu'on connaît les habitudes qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de traîner le pas à la rentrée quand on est parent d'élève ou quand on est élève. Et cela parfois est dû, au-delà des habitudes, cela parfois est dû à la conjoncture qui n'est pas très favorable. Vous savez, les parents éprouvent énormément de difficultés ces temps-ci. Ça fait que, qu'on le veuille ou pas, la rentrée surprend quelque peu et c'est après qu'on essaie de courir pour savoir où on va inscrire un enfant, ce qu'on va acheter en termes de fourniture. Et vous savez, tout cela, c'est pénible. Mais bon, on espère que d'ici là, quelques jours, le train va véritablement prendre son départ, puisque nous sommes sur les rails, oui, et que cela va se poursuivre normalement, les choses vont aller normalement jusqu'à la fin de l'année. Eric Pimla, parent d'élèves, vous avez accompagné vos enfants ce matin à l'école? Disons que la pluie a déjà perturbé dans la ville de Douala, la pluie a perturbé la rentrée scolaire. Maintenant, en tant que c'est un facteur naturel que tout le monde maîtrise. À chaque rentrée scolaire, il pleut quasiment. Vous savez, il y a les habitudes, il y a la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est quelque chose est récurrent que c'est une bonne chose. Maintenant, vous savez, la qualité de la route et tout ça perturbe énormément lorsqu'il pleut les parents pour amener leurs enfants à l'école. Mais ceci dit, globalement, on va dire que la rentrée, pour ce qui est de la ville de Douala, c'est globalement bien passé de mon côté. Je n'ai pas à me plaindre. Maintenant, je ne fais pas partie de l'immense majorité des Camerounais qui ont vraiment eu du mal
à gérer cette situation-là. Parce que vous savez, la vie est de plus en plus chère. On parlera tout à l'heure que ce soit des infrastructures, que ce soit des livres, des manuels. On parlera également des frais de pension qui évoluent de façon exponentielle dans notre pays. Mais le revenu des parents, des ménages progresse peu. Pour ne pas dire qu'il ne progresse pas. Je laisse Sepo. Le gouverneur est rassurant, il a fait le tour de la ville de Douala. Au-delà de cela, on a vu à Ikondo Titi, dans le Ndonga Mantoum, les préfets, les sous-préfets descendent pour voir l'effectivité de la rentrée scolaire. Donc, on se veut rassurant. Bon, sur ce point, il faut le dire, on se veut rassurant, surtout dans nos zones dites chrysogènes. Aujourd'hui, le gouvernement fait, n'est-ce pas, des pieds et des mains pour que tout revienne à la normale, du moins, ne serait-ce que sur le plan de l'école. Et il faut reconnaître pour le déplorer que, n'est-ce pas, cette situation de crise a mis beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup de Camerounais qui ne partent pas à l'école depuis un certain nombre de temps et ça commence à être pesant. Et pour une nation qui veut se construire, je crois, je l'ai toujours dit ici et ailleurs aussi, même dans les périodes de grande guerre, dans tout le monde, il y a ce qu'on appelle des choses sacrées. Il y a l'école qu'on ne touche pas. Il y a les églises, il y a les hôpitaux. Parce qu'au-delà de tous, chacun va aller à l'école. Parce que même si vous voulez inculquer de nouveaux principes à de nouveaux citoyens, ce n'est pas à l'école que ça se passe. Donc la moindre des choses, c'est de laisser les enfants aller à l'école. Je n'ai pas été, n'est-ce pas, cette année dans la caravane, dans les régions du nord et du sud-ouest, mais il m'est arrivé de le faire peut-être la première année, d'aller dans le sud-ouest pour le lancement de la rentrée. Et avec ma petite casquette, nous avons fait le tour de certains parents pour leur faire comprendre la nécessité de ramener les enfants à l'école. Bon, maintenant, nous pouvons le dire aujourd'hui, comme l'ont dit, n'est-ce pas, ceux qui m'ont précédé, tout le monde sait que la rentrée officielle, c'était aujourd'hui. Donc le parent qui n'a pas envoyé son enfant à l'école aujourd'hui l'a fait de manière délibérée. Il n'a pas sa rentrée, ce parent n'a pas sa rentrée. La rentrée des classes était aujourd'hui et il est prévu, je le dis sous le contrôle des enseignants, il est prévu dès le premier jour de classe que les cours se fassent. On prend un certain nombre d'éléments avant pour que le premier jour, les cours se fassent pour qu'on puisse, n'est-ce pas, respecter la programmation. Donc l'école a effectivement commencé. Bon, maintenant, nous allons voir tout au long de l'émission. Qu'est-ce qu'on met dans l'école d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met dans l'école d'aujourd'hui? On y met pas mal d'enseignements, mais pourtant, l'année scolaire 2019-2020 est désormais sur les rails. Mais avant cette nouvelle année, quel est le point ou quel est le bilan que vous faites de l'année 2018-2019 qui a tiré sa révérence il y a à peine 3 mois de cela, et peut-être l'année 2017-2018? À mon niveau, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que de façon globale, l'année 2018 s'est passée avec déjà une partie du pays où il n'y a quasiment pas eu école, notamment les zones anglophones. Maintenant, pour ce qui est de la partie francophone, on a rencontré, notamment si on prend juste le cas des examens officiels, on a eu je ne sais pas si j'avais dit des innovations, où on paye pour avoir les résultats des examens des enfants. Je crois que c'est une innovation, c'est-à-dire c'est bien d'utiliser la technologie, mais que ce ne soit pas aux frais des parents d'élèves. Parce que lorsque chacun devait payer 150 pour consulter le résultat de l'examen de son enfant, alors qu'on aurait pu afficher ça, si c'est disponible chez un opérateur téléphonique, c'est que c'est disponible au niveau de l'office du bac et on pourrait les afficher facilement. Donc on a cette question-là, c'est-à-dire c'est une innovation qu'on a faite, sauf que ça retombe sur le parent qui devrait débourser de l'argent pour le faire. Maintenant, il y a aussi la qualité des résultats. Ce qu'il faut noter, c'est que si pour les examens comme le BEPC, l'opératoire, on a noté des résultats pour ce qui est de la région du littoral où je suis, qui étaient relativement bons, on pourrait relever que pour le bac, je n'ai pas d'éléments particuliers à ce niveau-là parce que je n'ai pas d'enfants à ce niveau. Peut-être les enseignants nous diront. Mais de façon globale, les enseignants ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens dont ils disposent et les infrastructures dont ils disposent. Peut-être on en parlera parce que ce qu'il faut noter, c'est que le système éducatif, ce n'est pas seulement les contenus, mais c'est les enseignants ont un traitement dont on parlera. Les infrastructures ont des problèmes dont on parlera. Vous avez dans la ville de Douala, je prends juste un cas que je connais particulièrement, c'est l'école publique de Missoké.
qui est fait en matériaux provisoires, en plein droit là, c'est assez déplorable. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui se retrouvent à s'asseoir à même le sol pour faire cours. Donc, il y a la qualité de l'accueil également qui a une incidence sur la qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Donc, j'espère qu'on aura le temps de parcourir tous ces éléments tout au long de l'émission. Alors, je vois que l'enseignant, l'animateur pédagogique a des choses à dire. Oui, monsieur Menga. Oui, je voudrais tout simplement rappeler aux parents, monsieur Pinlap. Aux parents, monsieur Pinlap, que je connais personnellement, de se limiter strictement à la question posée. Parce qu'il y a un problème de généralisation. En réalité, quand on parle de bilan pour une année scolaire, c'est sur un double aspect. Bilan pédagogique, bilan disciplinaire. Alors, si on s'en tient au bilan disciplinaire, on a noté dans la plupart des établissements une résurgence de ce que vous connaissez. Consommation de stupéfiants, une discipline caractérisée. Et vous avez vu ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, au lycée d'Edo et ensuite dans un établissement de Bonabiri, etc. Cela s'est vu un peu sur l'ensemble du territoire. Je pense que des mesures sont prises dans ce sens pour que cela ne se répète plus. Évidemment, cela prend en compte le comportement des parents, des élèves et des autres. Mais seulement sur le plan pédagogique, en termes de résultats. Moi, je crois que le couac, ce n'était pas au bac, c'était plutôt au probatoire, et notamment au probatoire scientifique. Il faut le dire. Hein. Vous savez, il y a eu un problème chez eux, je crois, en 2 niveaux. En informatique, où il s'est posé un problème de fond et de forme en ce qui concerne l'épreuve. Parce que c'était beaucoup plus pratique, alors que c'est une matière essentiellement théorique en classe. Et de temps en temps, ils vont, comment on appelle ça, dans les salles informatiques, qui sont parfois équipées, comme vous le savez. Bon, ensuite, il y a eu aussi un problème, je crois, en mathématiques, avec un exercice qui a posé problème aux élèves. Mais globalement, comparativement à l'année passée, il y a eu amélioration au niveau des résultats, au BEPC, au baccalauréat, au probatoire littéraire. C'est uniquement formation scientifique qu'on a un couac. C'est-à-dire qu'il y a eu baisse. Mais globalement, c'était en nette amélioration par rapport à l'année scolaire 2017-2018. D'accord. Merci. Alors, Julien Sepo, on parle d'une amélioration, mais pourtant, dans la perception, on a le sentiment qu'on est en deçà des 50% sur le plan national. Et avant d'être, n'est-ce pas, en deçà de 50%, je vais dire une chose. Il y a un mot que j'utilise régulièrement, la diplômite. C'est-à-dire qu'au Cameroun, et généralement dans nos études, c'est-à-dire que la maladie du diplôme a fait que l'école aujourd'hui est considérablement bas. On met tout dans le diplôme, mais pas la qualité de la formation. Il a dit tout à l'heure, la recrudescence, n'est-ce pas, de la violence dans notre jeunesse montre qu'il y a un déficit de formation quelque part. Mais à la fin, on va vous dire, non, on a eu 50%, on a eu 75% de réussite aux examens. Mais le contenu, aujourd'hui, interrogez un élève prenez un élève de la classe de première terminale au hasard comme ça, qui pourtant a eu un diplôme qui va vous dire, j'ai eu le BPC. Il suffit de lui poser une simple question. Une simple question pour comprendre que cet enfant n'a pas le niveau. Honnêtement, aujourd'hui, on met tout dans la recherche du diplôme sans rechercher, n'est-ce pas, du citoyen que l'on forme. J'ai parlé tout à l'heure de la recrudescence. Il a dit, lorsque vous avez dans des établissements, on ne va pas citer les exemples ici, mais sachez qu'il se passe de plus en plus dans les établissements que et les enseignants, et la plupart, parfois les fondateurs, on s'est retrouvé dans une situation où l'éducation de nos enfants est devenue une chose commerçante. C'est-à-dire, je vous rappelle en passant que la loi interdit toute publicité sur les écoles. Ben, on le voit tous les jours, radio, télévision, nouvel établissement, par-ci, par-là. Ben, tout le monde est sous le commerce, ça ne dit rien à personne. Pourtant, la loi est claire là-dessus. On ne fait pas de publicité là-dessus. Mais pourtant, tout le monde le fait. Ça passe. On veut donner l'impression que dans tel établissement, on fait plus d'efforts que dans tel autre. Et c'est comme ça que vous allez voir des listes officielles des manuels scolaires qui sont surchargés par ces établissements-là qui veulent donner l'impression qu'ils veulent enseigner plus que les autres. Et pourtant,
Et pourtant, je pense que c'est pas, nous parlons de la qualité de l'école aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons de la qualité de l'école aujourd'hui. Et je rappelle, c'est la République, dans toute République, chaque gouvernement détermine qu'à tel niveau d'apprentissage, voilà ce qu'on apprend à l'élève. Regardez aujourd'hui, pour ne prendre que le cas de l'éducation civique, pour ne pas dire du civique, que représente, est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui les jeunes apprenants camerounais ont seulement la notion du civisme? D'accord. Alors, on va y revenir dans le contenu de ce programme. Nous avons été rejoints dans cette émission par notre universitaire de circonstance, Jonathan Batengene. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, de votre point de vue, est-on sur un bon palier en termes de bilan scolaire de l'année 2018-2019 ou 2017-2018? Déjà, pour faire le bilan, il faut avoir toutes les statistiques, ce qui, je pense, ne sont pas déjà disponibles pour la plupart. On connaît ceux de réussite, on ne connaît pas, il y a d'autres statistiques, plutôt de violence, un ensemble d'éléments sur lesquels on pourrait comparer et dire que l'année dernière, on s'est amélioré ici par rapport à l'année d'après. Mais à ce qu'on voit, c'est que notre système éducatif produit davantage de diplômés et quand on regarde au niveau du supérieur, les diplômés qui arrivent là-bas, ils ont des problèmes parfois de langue, de syntaxe. Ils ont un ensemble de problèmes qui posent, qui amènent quand même à s'interroger sur comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces diplômes. Donc, il y a une réelle interrogation là-dessus. Le constat est clair. Monsieur Nambissi? Je sais pas, il y a peut-être cette tendance à vouloir indexer le diplôme que personnellement je ne comprends pas et que je ne peux pas cautionner. Vous savez... Mais la diplômite a-t-elle un problème? Oui, mais bon, écoutez, la diplômite, déjà, il faut dire qu'on va à l'école pour acquérir des connaissances. Mais les connaissances ont un indicateur objectif matériel. C'est-à-dire que c'est à travers un diplôme qu'on peut apprécier le niveau de connaissance atteint ou obtenu par un élève. Sinon, vous l'appréciez comment? Maintenant, le problème n'est donc pas le diplôme. Le problème, c'est est-ce que le diplôme reflète effectivement la qualité qu'il est supposé indiquer? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que chez nous, très souvent, le diplôme ment sur les performances réelles de l'élève. Et c'est plutôt ça qu'il faut déplorer. Mais si le diplôme ment sur les performances réelles de l'élève, comme c'est souvent le cas, c'est qu'il y a un problème à la base. C'est qu'il y a un problème à la base. Je pense que c'est peut-être l'essentiel du débat de ce soir. Et on va revenir sur ce qui se passe véritablement à la base pour qu'on arrive à un stade où le diplôme ment sur les performances réelles de l'élève. Alors, Jonathan Batengene, quel est le problème donc à ce niveau? On nous dit le diplôme ment sur la réalité même du niveau d'un élève dans un établissement du primaire, du secondaire, vous l'avez relevé, ceux qui arrivent au niveau supérieur ont de graves lacunes. À quel niveau se trouve le problème véritablement? Bon, je ne vais pas dire que le diplôme ment sur les performances réelles de l'élève, parce que faut noter c'est un enseignant qui le dit. Oui, il le dit d'ailleurs avec des éléments, mais regardons les éléments tels que c'est aujourd'hui. On a un système éducatif qui est à deux paliers. Il y a un palier pour la haute classe qui est vraiment haut de gamme. Là-bas, les cours sont bien suivis, les élèves suivent de bons cursus, ils sont constamment évalués, ils sont remis à niveau et leurs performances sont carrément dans les standards internationaux. Quand vous regardez les élèves de Liberman, je ne fais pas de publicité, mais de certains établissements, vous regardez certains établissements, rien que de la ville de Douala, vous allez noter cette éducation à deux paliers. Et vous allez voir que les familles plus aisées qui mettent les moyens dans l'éducation, et ça c'est un fait du capitalisme. Dans le capitalisme, les parents ont moins de temps pour s'occuper de leurs enfants et donc de suivre effectivement leur parcours scolaire. Et donc, ils confient cela à des professionnels qui peuvent être ce qu'on appelle ici les répétiteurs, mais en fait ceux qui apportent le soutien scolaire. Et ils prennent généralement ces personnes-là en privé qui viennent, ont de bonnes rémunérations et appuient en plus de ce qui se passe à l'école afin que leurs enfants soient dans les meilleurs standards. Du coup, lorsque vous avez un enfant qui vient d'un établissement comme ceux que j'ai cités, que j'ai cité en fait en filigrane sans donner les noms,
quand vous avez des enfants qui viennent de là et que vous interagissez avec eux, vous comprenez que leur diplôme reflète effectivement leurs compétences. Parce qu'effectivement, ils produisent un travail de qualité, ils s'adonnent davantage, ils ont la culture de l'effort. Plutôt, quand ils arrivent parfois à l'université et que vous discutez avec eux, ils ont l'impression que c'est beaucoup moins rigoureux que de l'environnement où ils sortent. Alors que vous avez d'autres qui sortent parfois du système public, mais qui sortent aussi du bas de gamme dans le privé. Ceux-là, ils sont constamment habitués. Et quand je parle du public, parce qu'il y a aussi il y a deux publics. Il y a un public haut de gamme, il y a aussi un public qui est, disons, un peu bas de gamme. Bon, mais le public en général, c'est l'endroit où on trouve vraiment l'éducation du moyen. C'est l'éducation médiane. Ça permet de concilier entre le haut et le bas. Mais vous avez un privé qui est vraiment un privé commercial, comme ceux que les copanélistes sont. Oui, c'est un privé commercial où on produit juste des élèves. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma fille qui était dans un collège. Et pour éviter un échec, pour éviter un taux d'échec élevé, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les élèves qui ont le plus de risques d'échouer et ils les font composer en candidats libres. Du coup, ils enlèvent ceux-là du lot des élèves qu'ils vont déclarer dans les pourcentages officiels en fin d'année. Vous voyez, ceux-là fabriquent en fait une vision de leur établissement qui est en fait une vision commerciale. Et quand vous avez affaire avec ceux-là, effectivement, vous pouvez confirmer tout ce qui a été dit ici. Mais le public, c'est vraiment le moyen parce que les enseignants du public, ils sont très bien formés. Oui, M. Mbega. Oui, je récuse l'expression de mon collègue, le philosophe. En réalité, le diplôme ne devrait pas mentir. Je crois que l'enseignant... Vous parlez de réalité. Oui, en réalité. En fait, quel est le problème? C'est que, il le sait, peut-être mieux que moi, l'école a un caractère social. Elle est même sociétale. C'est-à-dire que dans les fonctions régaliennes qui reviennent à l'État, l'État doit assurer l'éducation des enfants. L'État doit en même temps les déclarer aptes à recevoir un diplôme. Mais il faut savoir que dans les diplômés, il y a une stratification qui est faite. On dit par exemple, quelle est la mention que tu as obtenue? Lorsqu'il parle de ces établissements-là, c'est l'élite parmi les diplômés. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont eu en deçà d'une certaine note ne sont pas méritants. Comprenez un peu? Donc moi je ne pense pas que le diplôme ment. Maintenant, le véritable problème, ce n'est pas la qualité du travail fourni par l'élève, mais c'est qu'est-ce que l'élève voudrait que l'on garde de lui. Contrairement à ce qu'il dit, il y a des établissements, entre guillemets, médiocres. Il y a des établissements reculés dans les faubourgs de ce pays qui ont produit de très bons élèves, qui étaient à la fois disciplinés, outillés par rapport à leur travail. Tout ce qu'ils demandent là-bas, c'est qu'on leur produit le matériel didactique. Dans ma conception, je ne pense pas que le diplôme devrait mentir. Puisqu'en fait, mis dans les conditions d'examen, appelés à concourir, ils ne produisent que ce qu'ils ont gardé dans leur mémoire. Le plus simplement possible. Éric Pinglab, la situation a été présentée par deux panélistes, mais il reste quand même ce problème de fond qui est que la qualité de l'enseignement dans nos établissements, tant du privé que du public, reste à déplorer et même parfois mise entre guillemets par l'ensemble de la communauté éducative. Tout le monde s'interroge et critique cette façon de faire. En tout cas, disons que, et là ils l'ont dit, le diplôme c'est une présomption de savoir. Et malheureusement, lorsqu'on a en face de nous un certain nombre de diplômés, lorsqu'on discute avec eux, on est supposé savoir, ils sont supposés savoir un certain nombre de choses qu'ils ne savent pas. Ils sont supposés être capables de faire des choses qu'ils ne font pas, qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ce qui fait que c'est ce qui remet en cause justement la qualité de ces diplômes. Maintenant, pour ce qui est de cette qualité, moi, je souhaiterais qu'on interroge déjà les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent. Oui. Permettez-moi de vous le dire, c'est-à-dire on est à Douala, Yaoundé, on mange, on boit, les enseignants plus ou moins s'en sortent un peu. Mais lorsqu'on va dans les zones reculées où des enseignants sont payés... Donc on peut dire qu'à Douala, Yaoundé, c'est bon? Ils se battent. Parce que lorsque vous prenez les résultats nationaux du bac, les premiers établissements, c'est Douala, Yaoundé. Dans une certaine mesure, quelques établissements de l'Ouest.
Prenez les statistiques de ces 5 ou de ces 10 dernières années. Je crois qu'ils font les statistiques depuis moins de 10 ans. Vous prenez les statistiques, les premiers établissements, c'est Douala, Yaoundé, avant que le reste suit. Maintenant, vous avez des enseignants qui sont payés au régime de plantain. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin, il va enseigner des enfants et à la fin du mois, comme rémunération, il reçoit des régimes de plantain. Cet enseignant n'a pas la même motivation, ne travaille pas comme il devrait le faire. À côté de ça, vous avez la qualité des installations où on met nos enfants. C'est-à-dire que vous arrivez dans des écoles où on a des écoles en matériaux provisoires, où les enfants s'asseyent au sol, où on a une salle d'informatique qui n'a jamais d'électricité. Ces conditions de travail ont un impact sur la qualité de l'éducation que reçoivent nos enfants. Le professeur parlait tout à l'heure du fait qu'on a donné aux enseignants, aux étudiants, aux élèves de la première C, de première scientifique, si vous voulez, un devoir, un sujet d'informatique qui était beaucoup plus pratique que théorique, alors que l'essentiel de ce qu'ils ont fait au cours de l'année était théorique. Comment voulez-vous faire l'informatique dans un établissement où il n'y a pas d'électricité? Et on demande aux parents de payer, en passant, on demande de payer 5 000 de frais d'informatique alors qu'il n'y a pas d'électricité. Donc ce que je souhaite dire, c'est qu'on a, les conditions de vie des enseignants qui posent problème. On a également la qualité des infrastructures. Et on pourrait même interroger le contenu des enseignements qu'on donne à nos enfants. Quel est le citoyen que nous souhaitons former? Parce que l'autre chose, il y a monsieur qui a dit que les enfants n'ont pas de bribes d'éducation civique. Non. Il y a un déphasage entre ce que nous enseignons aux enfants et la réalité que nous vivons. Sur le terrain. Sur le terrain, je vous prends un cas simple. Très rapidement. J'ai enseigné à une certaine époque, j'avais un cours sur le braconnage en 5e. Et on parlait des animaux qu'il fallait protéger, notamment le pangolin géant, qui est un animal que tout le monde connaît et que les enfants mangent beaucoup. Et pendant que je suis en classe, ce que je leur dis, c'est que c'est interdit, de chasser. Et si on vous attrape avec cette viande, vous aurez des problèmes. Et l'enfant me dit, nous on a mangé ça le week-end passé. J'ai dit que si les policiers avaient vu, vous auriez eu des problèmes. Et l'enfant me dit, justement, le policier a vu et ma mère a donné quelque chose et on est rentré à la maison, on a mangé, c'était bon. Quand on est arrivé à ce niveau-là, moi, enseignant, qu'est-ce que je fais à cet instant-là? J'ai des principes que j'enseigne à l'enfant, mais la société lui envoie une autre image. Et c'est un des gros problèmes que nous avons dans notre société. On ne peut pas enseigner A alors qu'on fait B. On dit souvent l'exemple vaut mieux que la leçon. Julien Sepon, est-ce un problème d'infrastructure, d'hommes, donc à savoir ceux qui dispensent le savoir, ou alors de contenu pour finalement comprendre la problématique de cette qualité de l'enseignement dispensé dans nos établissements publics tant que privés? Je pense que là, je veux commencer par là où il a chuté. Je veux parler de la moralité publique. Et je pense que ça englobe, n'est-ce pas, parce que justement, il se trouve que lorsque vous formez des enfants et que vous leur dites de faire ce que vous-même vous ne faites pas, ça ne leur renvoie pas l'image. Ils ne sont pas aptes à... Prenez un exemple. Régulièrement, vous voyez dans une maison, on va dire que les enfants aujourd'hui ne lisent pas. Mais quand vous entrez dans un salon, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un armoire avec des vins, avec des verres, avec des whisky, avec des trucs. Et après, vous allez voir une cafetière de téléviseur. Vous ne voyez pas un petit armoire où il y a 2 ou 3 livres où les enfants peuvent... Mais vous leur demandez de lire. Est-ce que le parent renvoie à l'enfant l'image, cette image-là? Il faut que l'enfant, dès son bas âge, s'habitue à... Parce que l'enfant est prêt à imiter ce que les parents font. Et c'est justement pour ça que nous nous retrouvons dans une société aujourd'hui qui ne respecte, qui perd tous ses repères, parce que même les enseignants qui sont à l'école, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des établissements commerçants. Lorsque vous avez dans une école une liste officielle de manuels scolaires et que l'enseignant sait que voilà la liste qu'on a demandé, voilà la liste officielle, et qu'à côté l'enseignant fait du commerce avec un autre livre qui n'est pas le livre officiel, et il demande en même temps à l'enfant de respecter, de respecter ce qu'on fait à l'école. Est-ce que lui-même il est en train de respecter la République? Ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que en amont, nous les parents, l'enseignant parle de quelque chose de très important tout à l'heure. On a l'impression que certains établissements, bon, comme il disait, haut de gamme ou bas de gamme, font
font de manière que certains enfants sont mieux encadrés que d'autres. Mais c'est une réalité. Bien entendu, non, moi je dis c'est une impression. C'est une impression qu'on se donne parce que si le parent à la base fait son travail, il est tout à fait... Parce que lorsqu'on parle de la communauté éducative, il ne suffit pas seulement des enseignants. Il faut que l'enfant, lorsqu'il sort de la maison, il a une éducation. Avant d'arriver à l'école, l'enfant, il y a la rue. Qu'est-ce que l'enfant voit en route? Après l'école, qu'est-ce qu'on l'enseigne? Qu'est-ce que lorsqu'il sort? Qu'est-ce qu'il remarque? Et c'est ça maintenant, c'est ça qui formate le cerveau de nos enfants, qui font que justement, on a l'impression, même pas seulement qu'on a... Ce qui fait justement qu'aujourd'hui, beaucoup vont se dire à la fin, j'ai obtenu le bac, j'ai obtenu la licence, j'ai obtenu... Mais au fond, lorsque vous allez, n'est-ce pas, l'évaluer, sur sa capacité à répondre de ce diplôme, vous allez constater qu'il n'a pas le niveau. Il y a ce problème de niveau-là qui se pose. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un moment ici où il fallait, je veux dire, il fallait gonfler. Il fallait gonfler, n'est-ce pas? J'utilise le mot trivialement comme il fallait gonfler le pourcentage de réussite pour donner l'impression que l'école, on le faisait très bien. Et je veux vous dire, c'est le gouvernement de la République, à travers le ministère et autres, qui évalue les élèves, qui est censé évaluer les élèves. Donc, ce qui veut dire, ce qu'on fait dans ces examens haut de gamme et ce qu'on apprend dans les examens bas de gamme, on est censé utiliser les mêmes manuels scolaires. La différence dans ces examens haut de gamme, c'est que on offre à ces élèves d'autres circuits qui leur permettent d'aller un peu plus dans la recherche. Et c'est ça qui donne, et ça qui fait justement que lorsqu'ils arrivent au supérieur, ils sont plus aptes à un certain nombre de choses que les autres. Que les autres. Alors, est-ce qu'on est dans une configuration où on peut parler de manque de motivation? On a posé la question des enseignants, on a posé la question des infrastructures qui restent ou qui laissent à désirer, même s'il y a des efforts considérables qui sont faits au quotidien, à la fois par le secteur public, notamment l'État qui construit des établissements ça et là, par des privés qui également investissent de nombreux moyens dans des infrastructures dignes de foi pour pouvoir donner le savoir. Mais est-ce que le problème également peut être vu de par les enseignants que vous êtes? Certainement que de motivation, on l'a parlé, on l'a évoqué ici. D'autres, au-delà de cela, ils vont, parce qu'on a besoin du matricule, parce qu'on a besoin d'avoir un plantain, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, parce qu'on a besoin d'être sûr qu'à la fin du mois, on aura une pitance qui nous permettra de pouvoir joindre les deux bouts. Non, il faut dire déjà que l'école, en fait, chaque société a l'école qu'elle mérite. Et dans la société, il y a quelqu'un qui est chargé d'organiser la vie en société. Ce quelqu'un qui est chargé d'organiser la vie en société, là, s'appelle l'État. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais en même temps, quand vous avez donc dans une société un État qui est chargé d'organiser la vie en société, il y a que l'État doit trouver des moyens d'amener les gens à être stimulés, c'est-à-dire à avoir l'envie d'aller. Mais maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que nous sommes dans ce contexte-là? Vous avez fait bien de parler de la motivation. Mais je vais revenir un peu en arrière pour dire que chez nous, par exemple, au départ, il y a un manque réel de volonté de la part de l'apprenant. Mais ce n'est pas le problème à l'apprenant. C'est que, est-ce qu'il y a des modèles? Parce que, voyez-vous, quand l'élève, pour être motivé, a besoin. Parce que la motivation, ça... Est-ce que vous ne voulez pas déporter le problème, le problème des enseignants sur les apprenants? Non, je voulais aller... Quand je vais évoluer, vous allez peut-être me comprendre. Je dis, vous avez la volonté, elle est à la base de l'ambition. Mais l'ambition elle-même a pour référence un modèle, un exemple. Alors, maintenant, est-ce que nous avons cette référence-là? Et quand je parle donc de référence, je veux dire que les références, c'est ceux qui ont réussi par l'école. Moi, je veux dire, quand nous étions plus petits, quand on voyait nos aînés revenir de l'université, mais on avait envie d'aller à l'université. On avait envie d'aller à l'université parce que le discours qui nous tenait sur les réalités de l'université était des discours qui nous faisaient rêver.
C'est-à-dire qu'il vous dit, écoutez, à l'université, vous avez des bourses, à l'université, vous mangez très bien et presque gratuitement. À l'université, vous avez un cadre qui permet de faire convenablement les études. C'était ça. Vous aviez envie Mais aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, ces modèles-là, ça n'existe plus. Parce que quand vous avez l'enfant qui doit aller à l'école, par exemple, et qui regarde autour, ceux qui sont lourdement diplômés, qui sont au quartier, qui font le call box pour certains et le Ben Sikin pour d'autres, et se dit, mais si on peut faire tout le parcours là, pour aller faire le call box ou alors pour chuter sur le Ben Sikin, tant qu'à faire, je prends le raccourci, je prends ma moto et puis je vais rapidement faire le call box. Mais au-delà de ce problème de modèle qu'il y a, il y a un grand souci de... Moi, je vais dire quoi? Il y a une grande corruption. Il y a une grande corruption qui a envahi tout le milieu de l'éducation et qui, en réalité, est la conséquence de toute la grande corruption qu'on vit dans la société elle-même. Je prends des exemples terre à terre pour qu'on comprenne. En fait, vous avez, par exemple, ces enfants qui, pendant qu'ils composent, quand vous voyez les élèves en train de faire des concours d'entrée en 6e, vous voyez parfois des parents massés dehors. Mais vous vous demandez qu'est-ce que ces parents-là font? Mais ils attendent leur progéniture. Ils veulent ça sur les enfants. Nous avons été des élèves. Nous, quand nous faisions le concours d'entrée en 6e, les parents n'étaient pas massés dehors. En réalité, ils n'attendent pas leur progéniture. Ils attendent la fin des épreuves. Ils rencontrent des enseignants. Ils achètent, et ça je le dis, ils achètent des notes à leurs élèves pour obtenir de ces élèves-là des succès qu'ils ne méritent pas. Et quand ils n'ont pas pu faire ça, vous savez, quand ils retournent à la maison, le parent, lui, il n'attend pas que l'enfant ait réussi. Ou alors, quand l'enfant n'a pas réussi, il sait qu'il doit mettre dans ses poches 100 000 francs pour aller voir monsieur le proviseur et obtenir une place. Mais attendez, quand vous avez des gens qui sont supposés porter les valeurs, qui sont supposés communiquer ces valeurs-là à des élèves qui sont à ce point mouillés dans l'immoralité, vous vous demandez, est-ce que l'enseignant qui a pris de l'argent, d'ailleurs, les enfants parfois le disent trivialement quand ils rentrent. Ils vous disent, de toutes les façons, j'ai composé, mais ma maman a déjà vu les enseignants, donc quoi qu'il en soit, je vais réussir. Alors, vous vous demandez, quand cet enseignant qui a pris de l'argent, l'élève sait qu'il a pris de l'argent, mais est-ce qu'il est encore qualifié pour dire demain à l'élève, en salle de classe, est-ce que vous ne devez pas tricher? Non, mais s'il dit à l'élève, qui ne va pas tricher, l'élève pousse un sourire un peu beaucoup en se disant, mais voilà quelqu'un qui me dit de ne pas tricher, mais qui a pris de l'argent pour que je sois où je suis. Est-ce que le proviseur qui a pris 100 000 francs, ou peut-être un peu plus, pour le recruter, il est en capacité, est-ce qu'il a la qualification requise pour lui dire, écoutez, ne trichez pas? Le proviseur ne peut pas le dire, même si ce discours-là ne passera pas. Vous avez aujourd'hui des élèves qui, bien qu'ayant échoué, demandent à leurs parents d'aller négocier pour qu'ils passent en classe supérieure. Alors quand vous avez tué l'effort, quand vous avez atteint un niveau où les gens pensent qu'ils n'ont plus besoin d'avoir recours au mérite pour être élevés en société ou pour bénéficier de la réussite, vous avez pratiquement tué la société. Alors, je voulais avancer. Oui, je vais avancer pour chuter en parlant des évaluations elles-mêmes, avec ce qu'on a appelé aujourd'hui la politisation des résultats. Mais c'est pas des paroles en l'air. Parce que quand on parle de la politisation, et on a utilisé un joli concept de promotion collective. Vous allez aujourd'hui au CEP, vous vous rendez compte, vous passez partout, vous voyez 100%. Et vous dites, mais dis donc, les Camerounais sont devenus strictement des génies. Mais c'est ce que ça veut dire. Oui, mais attendez, allez interroger le niveau de ces enfants, vous comprenez qu'ils ne sont pas si génies que ça. Parce que dans le processus d'évaluation, ou alors le processus qui concourt à produire ces résultats-là, il y a des mots monstrueux comme modulation et harmonisation des notes. Mais attendez, quand vous voyez, vous sortez, vous êtes un correcteur, vous sortez dans la salle d'examen, vous êtes allé procéder à ce qu'on appelle généralement les délibérations. L'élève qui vous rencontre vous dit, mais monsieur, on a délibéré comment? On a pris 8, on a pris 7. Alors, mais voilà un élève qui veut réussir et qui commence à poser des questions sur des sous-performances qui devraient en principe. Alors, quand l'élève
fixe la moyenne à 7 pour passer. Vous comprenez très bien que l'élève là, il ne va pas avoir. Donc, c'est vous les enseignants qui amenez les élèves à avoir cette moyenne de 7. Monsieur Mbengan, oui, avant d'y arriver, oui. Est-ce qu'on est dans une configuration d'une éducation au rabais, partant du principe de la corruption, partant du principe de ce que, en termes d'évaluation, on ne sait pas exactement où on se situe? Est-ce qu'on est dans cette éducation au rabais? Non, sincèrement, je voudrais un peu contrarier M. Wafo, parce qu'en réalité, un cas isolé ne peut pas être généralisé. L'école est de bonne facture au Cameroun, est de bonne qualité. Vos copains ne sont pas d'accord avec vous. S'il vous plaît, c'est mon point de vue. Au niveau de la conception, au niveau de ce qui est présenté comme projet, c'est de la qualité. Maintenant, au niveau de la matérialisation sur le terrain, comme il a dit, ça peut évoluer d'un établissement à l'autre. Dieu merci, j'appartiens à un établissement où cela est bien suivi. Mais ce que je voulais dire, non, ce n'est pas la publicité, s'il vous plaît. Mais ce que je voulais dire aux panélistes, c'est notre rôle ici, c'est de s'interroger sur la qualité du travail fait et la qualité de l'élève qu'on produit. Ce n'est pas de s'intéresser aux critères subjectifs. Je prends un exemple. Je ne veux pas trop durer prendre le micro pendant longtemps. Quand M. Offert, professeur de philosophie, quand il dit qu'il y a harmonisation et modulation, on a pris à telle note, c'est ce qu'on dit. C'est faux. C'est ce qu'on dit. C'est faux. Il n'y a pas de modulation. Non, il n'y a jamais, s'il vous plaît. Il me semble, sauf cette émission s'appelle Tout au clair. Oui, ici, tout au clair. On met tout au clair. Sauf si M. Wafo n'est pas enseignant, il sait très bien que les codes qui régissent l'examen relèvent d'un secret. On n'a pas besoin de l'évoquer ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on harmonise. Que veut dire harmoniser? C'est mettre les élèves sur le même standard. C'est ce que ça signifie. Deuxième chose, en ce qui concerne, quand il parle de les notes qui s'achètent, les concours, etc., moi j'ai l'impression qu'il a une approche limitée de la chose. En réalité, les élèves sont mis dans les mêmes conditions, n'est-ce pas, d'apprentissage. Maintenant, il y a des critères, il y a des systèmes, et je suis content de l'enseignant de l'université l'a relevé, il y a des systèmes qui sont élitistes. Ce n'est pas leur faute. Vous savez, nous naissons égaux, mais peut-être la société, nous ne sommes pas forcément égaux. Il y a un système qui est élitiste et qui prend certains élèves. Et je voulais rappeler une chose. Les autres établissements peuvent aussi peuvent créer une école élitiste. Il suffit de maintenir les élèves de la 6e en terminale. Vous aurez les meilleurs élèves. Même s'ils sont mauvais, au fur et à mesure qu'ils avancent, vous connaîtrez déjà quelles sont leurs limites et vous allez parler à ces limites. Vous comprenez? Donc moi je pense que le problème ce n'est pas diaboliser la société. Et l'erreur, j'ai toujours dit cela aux gens en privé, l'erreur des Camerounais, et c'est pour cela qu'ils relèvent cela, c'est de vouloir comparer les époques. Il a bien dit, chaque société a l'école qu'il lui faut. Vous ne pouvez pas dire, quand nous étions jeunes, on avait l'envie, parce que ceux qui veulent le dresser. Pour voir si c'est bien fait, il faut toujours avoir une étude comparative. C'était des repères. Et la société de cette époque n'est pas celle d'aujourd'hui. C'était une société qui était foncièrement paysanne, pauvre, pour la plupart, ou, je prends l'exemple de notre temps. Excusez-moi, ça fait très longtemps. J'ai l'impression que quand j'ai commencé à enseigner, peut-être M. Moutouma n'était pas né. À l'époque, pour la plupart, c'était les enfants des pauvres qui avaient une seule éducation qui était l'école. Aujourd'hui, il y a d'autres critères qui sont entrés en jeu. Vous les connaissez très bien. Téléphone, téléviseur, Internet, danse, etc. Et les autres éducations. Tout cela joue un rôle, c'est-à-dire à implémenter le système éducatif. On ne peut pas dire que c'est le système qui est mauvais. Non. La qualité y est. Mais seulement, maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que les élèves font? Qu'est-ce que les parents font? Dans une certaine mesure, qu'est-ce que les enseignants font? C'est ça qui concourt à rendre le système dubitable, discutable, mais pas dit qu'il est de mauvaise qualité, je ne pense pas. Alors, avant de revenir sur le plateau pour aller voir avec Jonathan
le contenu qui est mis dans ce système éducatif. Salut à l'émission que les proviseurs épargnent l'APE aux déplacés du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, car celle-ci est hyper chère. C'est Kensi de Bonantonin à Douala qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir le panel. Est-ce que alors, le message est un peu touffu parce qu'il y a des mots qui sont sautés. C'est JP de Niala qui nous envoie le SMS. Il nous dit peut-on, à un seul instant, cesser de faire un débat sans le politiser? Jusqu'où voulez-vous détruire notre pays? Ici, on parle de l'éducation, de l'enseignement et non du manque de salles de classe, de tables bancs et autres qui... et il continue en disant le Cameroun est bien nanti en infrastructure scolaire. Alors, chers panélistes, je trouve que pour certains, vous êtes de mauvaise foi. C'est le téléspectateur JP Niala qui nous le dit. Bonsoir à tous, belle thématique. Monsieur Sepo, je vous découvre sous une autre casquette et je vous trouve plus à l'aise sur celle-ci. L'école jadis est un lieu d'instruction, est devenu un haut lieu du commerce, de rentabilité pour ceux qui les créent. L'éducation de base a interdit plus de 200 établissements pour le compte de la rentrée scolaire. Comment expliquer que ces établissements étaient ouverts hier et qu'aujourd'hui ils se voient fermés avec pour motif défaut d'acte de création ou d'ouverture? Il n'y a pas de base dans notre éducation. Les jeunes enseignants ne se soucient plus de la qualité de l'enseignement. Ce qui leur importe est davantage l'argent qu'on doit se mettre dans les poches. L'élève doit en revanche chercher, sinon les résultats seront toujours médiocres. C'est Mme Karl Nana qui nous a envoyé son SMS ce soir. D'autres SMS sont arrivés à notre contrôle pour cette émission de Toto Clair. Le maître de parents a un salaire de 20 000 francs par mois. Peut-il bien enseigner? C'est Enou Gang qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir à vous au studio. Très beau thème. La majorité de nos établissements publics et privés ne disposent pas de laboratoires scientifiques. Comment devenir un pays émergent si les matières telles que la chimie, la physique, la biologie et autres sont purement théoriques? C'est une question. L'État ainsi que les élites doivent veiller à l'amélioration de nos laboratoires pour que nous puissions au moins tendre vers les standards internationaux. C'est M. Togoba de Yaoundé qui envoie son SMS ce soir. Et puis, un autre téléspectateur nous dit le système éducatif camerounais est beaucoup critiqué pour plusieurs raisons. Le manque de personnel, l'encadrement des enfants par les parents, les enseignants ne sont plus motivés du tout. Et c'est Reido qui est inspecteur pédagogique également qui a posé le problème. Et puis, c'est de ce dernier SMS avant de revenir sur le plateau. Salut à vous. Alors, le lycée, on va le citer parce que c'est un lycée où il y a eu un cas qui est revenu sur les antennes de la télévision du monde. Le lycée bilingue de Deido est un établissement où l'indiscipline est un élément dispensable, non seulement aux élèves, mais aussi à l'administration. À ce point, il en ressort que les élèves indisciplinés doivent normalement être renvoyés en fin d'année. D'après tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est M. Padang qui nous envoie son SMS ce soir. On a questionné déjà 2 ou 3 acteurs de la communauté éducative, mais également on doit pouvoir questionner la problématique des contenus à mettre dans les programmes scolaires. Est-ce qu'on a des programmes touffus qui font en sorte que malheureusement, en termes de qualité, on ne peut pas toujours briller par l'excellence, ou alors on est dans... Il faut remplir la tête du jeune apprenant, quitte à lui de faire le tri et savoir ce qui est bon pour lui pour évoluer dans la société, évoluer même dans le niveau scolaire. Bon, je sais que sur le plan de l'évolution des programmes, ça a beaucoup changé. On est passé à une approche par compétences aujourd'hui qui est très différente de l'approche qu'on avait avant. Ce n'est plus l'école de la répétition, c'est une école où on essaie de développer les compétences de l'élève. Donc, il y a certainement une incidence.
peut-être là où il y a un problème, c'est que l'éducation a ceci de particulier que l'individu qui est dans le champ éducatif s'intéresse, évolue en fonction de ses centres d'intérêt. Et ce qu'on appelle compétences, ici là trivialement, ou bien ici sur le plan technique, ça renvoie à un élément qui peut être évalué. Et cet élément-là n'est pas le même chez tous les élèves. Peut-être le malheur de notre système éducatif, c'est qu'il est encore embryonnaire. Et comme il est encore embryonnaire, il est un système qui produit tout. Il produit tout. Tout le monde est évalué de la même manière et tout le monde doit ramener les mêmes éléments. Je vais vous prendre simplement des exemples. Vous avez des élèves qui ne sont pas très brillants en français, mais qui sont très brillants en mathématiques, mais à qui on donne des cours de français et à qui et qu'on va évaluer en fin d'année sur la langue française. Ce genre d'élève, s'il était dans un système qui insistait essentiellement sur les centres d'intérêt, comme vous voyez avec les diplômes de la section anglophone au Cameroun, vous avez des gens qui prennent un certain nombre de matières sur lesquelles ils sont évalués. Si vous aviez les mêmes équivalences dans le système francophone, on aurait quelque chose de différent pour ce qui est des compétences. Parce que lorsqu'on interroge la compétence ou bien qu'on regarde simplement la note, c'est juste pour dire au prof de philo que la note, c'est un médian qui permet de dire à partir de ce médian, on a des élèves qui sont aptes à aller en classe supérieure et on a des élèves qui sont recalés en système inférieur. Donc, ou bien dans la même classe. Alors, s'il y a ce médian, c'est que le médian permet de dire que sur un ensemble de matières, voilà ce qui serait la note médiane. Cependant, vous avez des élèves qui sont hyper brillants dans certains domaines, qui ont des compétences dans ce domaine, mais qui sont évalués dans des domaines où ni même les centres d'intérêt, ni les compétences, ils n'ont. Et ça ne permet pas de véritablement évaluer la personne. Ça renvoie de lui aussi une image médiocre. C'est pour parler en termes de si on voulait vraiment ressortir les compétences. On est ici encore dans une évaluation qui est embryonnaire. C'est encore sur tous les domaines qu'on évalue, comme vous disiez tout à l'heure, comme tu le disais Frédéric. Maintenant, si le Cameroun doit apporter des améliorations, c'est effectivement dans le développement de cette approche par compétence, en suscitant vraiment l'intérêt sur les compétences réelles de l'élève, pas en l'évaluant sur tout, comme ça c'est encore fait. Et je vais juste dire une chose. C'est vrai que beaucoup de personnes, quand vous discutez avec beaucoup de personnes, elles vous disent non, le système éducatif camerounais il ne fait qu'aller de mal en pis. Cependant, regardez le concours, je prends le concours de l'année dernière de la SECNA. Vous regardez, quand la Côte d'Ivoire, qui est l'un des pays les plus brillants d'Afrique de l'Ouest, propose un candidat qui réussit, le Cameroun, il en place 3. Ça veut dire que les élèves camerounais ne sont pas si médiocres que ça. Le système éducatif camerounais produit encore des élèves qui sont compétitifs au plan international. Il y a des évaluations au plan international où vous avez des Camerounais qui sont encore compétitifs. Ça veut dire que notre système est resté compétitif, mais maintenant à l'intérieur, comme j'expliquais tout à l'heure, et je veux juste clarifier un point, quand je parlais d'une évolution à 2 vitesses, une éducation élitiste, où l'enfant est bien suivi, et là les parents sont très responsables parce que les élites, elles encadrent bien leurs enfants. Par contre, vous avez une éducation de bas de gamme qui est parfois faite par les écoles qui sont disséminées dans des parties reculées du territoire, mais moi j'ai bien fait une école où on enseignait très bien, on suivait bien les élèves. Ça dépend aussi de la responsabilité du fondateur de l'établissement. Lorsque les responsables de l'établissement sont soucieux de la qualité de production des élèves, vous avez un système qui est organisé de telle sorte que ça produit des élèves performants. Mais lorsque vous avez des éducateurs, et c'est ça le défaut, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues responsables d'établissements simplement pour l'amour du gain. Parce qu'ils se renseignent, ils disent...
j'ai appris que c'est subventionné. J'aurais appris que si on genre comme ça, on fait d'énormes bénéfices. Et là, il crée son établissement. Ce genre de personnes, voilà des gens qui tuent progressivement. Mais ils ont aussi cité quelque chose. Des parents. Il y a des parents qui ne veulent pas entendre parler d'échecs. Et, or, le système éducatif est fait de telle sorte que les frustrations permettent de rehausser le niveau de performance. Parce que plus l'élève est frustré, plus il a l'ambition de mieux faire, il a ce sentiment de revanche sur le système, il veut s'améliorer. Or, si le parent ne laisse pas à l'enfant de commettre lui-même l'effort et qu'il l'aide par les magouilles qu'il a expliquées, effectivement, ça ne fait que avoir plombé le système éducatif. Alors, Eric Pimnap, donc, en d'autres termes, les parents ont à la fois supplanté le système éducatif dans sa façon d'être, dans sa façon de pouvoir dispenser. Vous contournez tout, vous les parents. Il faut forcément que votre enfant, qu'il ait niveau ou pas, qu'il avance. Au risque même, vous-même toujours, de critiquer le système en lui-même, les apprenants et les formateurs qui sont au quotidien aux côtés de vos enfants. Ne faites pas croire que la corruption au Cameroun n'est que le fait des parents d'élèves. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ils sont les premiers acteurs qui ont alimenté ce système. S'il vous plaît. Je dis bien, ne faites pas croire que la corruption au Cameroun est le fait seulement des parents d'élèves. Je ne me rappelle pas que à Kundengui ou bien à Newbel, on a de nombreux parents d'élèves qui sont là-bas pour avoir mangé non, l'argent. nous parlons dans Vous avez vu un corrupteur. Ceci dit, vous avez vu un corrupteur en Kondengui. Ceci dit, vous avez vu un corrupteur en Kondengui. Il n'y a que les corrompus là-bas, okay. Ceux qui ont été corrompus en fait. Ceci dit, ce que je souhaite dire, c'est qu'on est d'accord qu'il y a des parents qui ne jouent pas entièrement leur partition dans l'éducation des enfants. Ils ne jouent pas entièrement leur partition parce que, ils ne montrent pas le bon exemple. Parce que lorsqu'on prend l'exemple du fait que des parents achètent des places pour leurs enfants dans des établissements, ce n'est pas quelque chose de louable et d'acceptable. Maintenant, s'il y a des parents qui le font, on ne va pas venir ici s'attarder dessus, même s'il est question que cela change. Maintenant, il est aussi question... On ne s'attarde pas dessus. Comment est-ce qu'on pouvait avoir des élèves qualifiés, des élèves avec un niveau acceptable qui puissent être compétitifs sur le marché de l'enseignement? Ce que je tiens à dire, c'est que si le parent parvient à payer une place pour son enfant, c'est parce que le système le permet. C'est-à-dire que la notion de 100 000 dont il parlait tout à l'heure, c'est dans les établissements publics, c'est connu et c'est officiel. Non, pas officiel. S'il vous plaît, ne faisons pas comme si... C'est-à-dire que la notion de 100 000 qui est connue, c'est... Tu veux un enfant en 6e, tu donnes tel montant. Tu veux un enfant en 3e, tu donnes tel montant. Il n'y a aucun document officiel qui le demande. S'il vous plaît. Pourquoi il dit que c'est pas officiel? Il n'y a aucun document officiel, mais tout le monde sait comment ça se passe. Et ça se passe en plein jour. On ne le fait pas dans la nuit. Et on connaît qui est responsable de ça. Donc, il faut noter que le système dans lequel nous sommes permet ce type de dérapage. Maintenant, l'autre chose, c'est l'encadrement des enfants à la maison. Vous savez, comment on dit, on a dit la communauté éducative, c'est pas seulement l'enseignant. C'est l'enseignant, le parent, l'élève, le personnel enseignant. C'est même la société. C'est la société en elle-même, oui. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'image que renvoie la société à l'enfant, ce n'est pas l'image selon laquelle le fait de faire des efforts à l'école est utile. Lorsque vous êtes dans une société où on dit, pour entrer dans tel grand établissement, il faut tel montant. C'est le fils d'eux, c'est le fils d'eux, c'est le fils d'eux. À peine on est ministre, on peut avoir place dans cet établissement. Qu'est-ce que vous voulez que moi, peu importe ce que je vais dire à mon enfant, la société lui renvoie une image de ce n'est pas la méritocratie, mais c'est la relationnatocratie, si vous voulez. En fonction de mes relations, j'arriverai quelque part. Je n'arrive pas quelque part parce que je suis très performant. Je n'occupe pas des postes parce que je suis très performant, mais tout simplement parce que je connais un X ou je connais un Y. Il est question qu'on comprenne que, au-delà de donner des contenus aux enfants, nous devons essayer de mettre sur pied une société qui enseigne un certain nombre de valeurs. Quand moi j'étais, c'est vrai, il va dire que Monsieur Benga va dire que quand on était petit, c'est pas la même chose.
quand moi j'étais petit, quand tu disais que mon père est policier, mon père est gendarme, on avait peur de toi à l'école parce qu'on savait que le gendarme, le policier, c'était l'autorité. Mais aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, mon père est policier, mon père est gendarme, on dit que ça mange 25 000. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, son rôle en route, ce n'est pas d'apporter l'autorité, mais c'est de racketter les citoyens. Lorsqu'on vous est dans ce contexte-là, il est difficile d'inculquer un certain nombre de valeurs à nos enfants. Maintenant, s'agissant des convicts... Mais pourtant, vous inculquez des valeurs aux enfants. C'est ce que nous faisons. Je vous dis, c'est difficile. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Je dis c'est difficile. Maintenant, vous avez un environnement dans lequel, au-delà, et c'est pourquoi je souhaiterais que pour la qualité des contenus, on semble négliger la motivation des enseignants. Soyons sérieux. Dans un pays où on néglige les enseignants, j'ai l'habitude de dire à certains, l'enseignement est le métier qui rend les autres métiers possibles. Un enseignant est moins valorisé qu'un homme en tenue, qu'un ceci, qu'un cela. Mais en réalité, tous ceux-là ont été enseignés un jour. Pour devenir ingénieur, je suis enseigné à partir du primaire. Tant qu'on ne va pas revoir le statut de l'enseignant au Cameroun, je n'aborde pas la question des enseignants vacataires dans nos écoles ou bien dans nos collèges qui n'ont aucun statut. Comme on l'a dit tout à l'heure, 20 000 francs CFA. Là encore, j'ai envie de dire que là-bas, c'est quelque chose qui est même bien. Ils sont payés à l'heure. 800 francs l'heure. 700 francs. Il y a ceux qui sont payés 500. Les coups du soir. Je ne vais pas parler. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que parents, nous avons notre responsabilité. Et il est question que la question de la corruption, que les parents comprennent que l'exemple vaut mieux que la leçon. Vous ne pouvez pas passer le temps à être un corrompu devant l'enfant et espérer que l'enfant fasse des efforts particuliers. À côté de ça, il est aussi question qu'on tienne compte de la motivation des enseignants. On ne peut pas précariser le travail des enseignants et souhaiter avoir de bons résultats dans notre système éducatif. Peu importe la qualité des enseignements qu'on mettra là à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une qualité de l'enseignement, Julien, c'est pour vous qui êtes libraire, vous qui êtes aux côtés des éditeurs. D'ailleurs, cette rentrée scolaire encore, vous avez été aux côtés des éditeurs pour leur fournir des manuels scolaires, mais parfois, ces manuels scolaires également sont remis en cause et sont questionnés. On se souvient encore de la querelle qu'il y a eu à l'intérieur ou au cours de l'année scolaire dernière avec les manuels scolaires au contenu, on va dire, questionnable ou douteux, des livres avec des matières qui ont suscité un tollé général et où il a fallu l'intervention des autorités au plus haut niveau pour pouvoir régler la question. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais revenir. Bon, commençons par le contenu, il faudrait commencer par là. Je pense que nous avons fait ce débat l'année passée concernant le contenu d'un certain manuel. Tout est parti de la perception. C'est la perception que les parents font, ou alors pas les enfants, ce que les parents ont fait, l'accueil que les parents ont fait de, n'est-ce pas, ce module-là, que ceux qui ont validé le manuel voulaient apprendre aux enfants. On a estimé que la façon de transmettre, vous savez, vous pouvez avoir quelque chose à dire, et la façon de le dire, on a estimé que c'était pas bien avec les images et tout, puisque vous parlez d'un livre bien précis. Ça a créé le tollé que ça a créé, mais je vous rappelle que le débat était mitigé. Tout le monde n'était pas... C'était un débat de pour ou contre. Il y avait des gens qui estimaient que non, ce livre n'avait pratiquement pas, puisque l'essentiel était de savoir quel est le message que l'on voulait passer à travers ces leçons. D'autres estimaient que non, même si le message est là, l'image qu'on présente est choquante. Bon, on est arrivé à arrondir les angles et on a dit que bon, il fallait supprimer l'image. Mais si vous prenez tous les livres de sciences, parce que c'est un chapitre dont tous les livres de sciences parlent. Mais c'est la façon de présenter qui faisait problème. Ça, c'est pour les compter. Maintenant, il y a un conseil d'agrément, il y a un conseil national d'agrément du manuel scolaire qui recueille, lorsqu'ils font un appel d'offres pour les manuels de telle classe, il y a plusieurs éditeurs qui soumissionnent. Et il y a des inspecteurs au Minéduc, si c'est pour les élèves, c'est pour les livres de l'école primaire de base. Il y a les inspecteurs au Minesec, si c'est pour l'enseignement secondaire, qui apprécient la qualité du manuel. Et ils sont là pour ça. C'est leur travail, inspecteur pédagogique, ancien inspecteur, qui apprécient et évaluent et ils disent que parmi tous les livres, tous les manuels qui ont été proposés, voilà
celui que nous estimons qui est le plus adapté, qui est le mieux adapté par rapport au contenu que le gouvernement. Parce qu'il faut savoir que c'est, n'est-ce pas, c'est la puissance publique qui décide de ce qu'il veut enseigner à ses enfants. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être dans une république et décider de ce que dans votre établissement, vous allez faire apprendre telle chose à l'enfant. Alors que, donc, il s'agissait donc de ça. Mais maintenant, il se trouve que vous avez des inspecteurs, vous avez un collège d'inspecteurs pédagogiques qui ont choisi un manuel. Bien entendu, il y a un certain nombre de dispositions qui disent que on peut revenir sur le manuel après un certain nombre de temps en fonction du contenu et de ceci, n'est-ce pas, la matière a évolué. Parce qu'il y a des matières qui évoluent. Les mathématiques, par exemple, sont statiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de nouvelles notions qui entrent. Ben, il y a des choses qui ne changent pas. Un restera toujours deux. Ça, c'est automatique. Ben, vous avez, par exemple, des manuels qui sont dépassés à un certain moment. Maintenant, vous avez donc ces responsables qui choisissent un manuel. Mais vous avez un enseignant, quelqu'un qui n'a pas... un enseignant qui n'est même pas, je peux même pas, peut-être il a un bac plus 3 et autres qui sort de l'école, parce qu'il a fait dire vraiment ce niveau est nul. Moi je ne peux pas l'utiliser pour enseigner. Alors. Mais je dis, le manuel est indicatif. Le manuel officiel est indicatif par rapport, nous aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui aux enfants, si nous avions fait l'université aujourd'hui, aujourd'hui, les élèves et les étudiants ont la possibilité d'aller plus dans les recherches. Avec tout ce qu'offre aujourd'hui Google, les machins et tout, Internet et autres, on a la possibilité d'aller très loin dans les recherches pour pouvoir, n'est-ce pas, agrandir ses connaissances en une matière précise. Lorsque nous étions à l'université à notre époque, vous avez, pour avoir un manuel de droit, on appelle les Chantebout et autres il fallait débourser beaucoup d'argent. Nous, on n'en avait même pas. Et aujourd'hui, avec peut-être 150 francs, 200 francs de l'Internet, vous avez beaucoup de choses. Ça, c'est par rapport pour le contenu. Maintenant, je tiens à dire une chose. Il faut savoir que, on l'a dit tout à l'heure, les hommes naissent tous égaux. Mais dès le lendemain, ils ne le sont plus. Tout le monde le sait. Ça peut être le contexte familial, ça peut être et tout. Mais l'école républicaine est là pour remettre tout le monde au même niveau. C'est pour ça que l'école républicaine existe. L'école républicaine, c'est le meilleur régulateur social. Mais on se retrouve dans une société, puisque l'administration se reproduit en vase clos, vous avez ce qu'il appelle l'école élitiste et l'école bas de gamme. C'est de ça qu'il s'agit. On estime que, puisque l'administration se reproduit en bas, il ne faut pas que nos enfants soient dans... Il faut que les enfants de ces gens-là soient à un niveau où il faut toujours les maintenir à un niveau. Et c'est là où vous allez trouver tous les dérapages, parce que les gens ne veulent pas accepter que les enfants soient des cancres, même s'ils le sont. Mais je vais vous dire, la distribution gaussienne des personnes veut que dans tout groupement de 15 à 20 personnes, il faut toujours qu'il y ait au moins 2 ou 3 fortes têtes, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous évoluez. Que ce soit à l'école élitiste ou l'école bas de gamme, vous allez toujours avoir de fortes têtes. Maintenant, l'école républicaine doit réguler tout ça. Maintenant, si nous nous retrouvons dans un système où, parce que vous avez des personnes qui occupent certaines positions dans la société, et ils estiment qu'ils doivent s'y maintenir, et du coup, l'école républicaine ne vient plus réguler le cadre social pour que ceux aussi, parce qu'eux ils sont partis de rien pour se retrouver là, et ils veulent à tout prix que plus rien n'avance. Du coup, on crée l'école élitiste comme disait mon voisin de gauche, et maintenant on dit ceux qui sont bas de gamme, ils ne peuvent pas y arriver. Là, vous allez vous retrouver avec, je crois que c'est lui qui parlait de la valeur de nos concours. Lorsque vous parlez des concours, honnêtement, je prends un exemple. Pour chuter. Bon, puisque je vais chuter, vous allez trouver dans la plupart de nos grands concours aujourd'hui, prenez au pif comme ça là, 10 nouveaux étudiants qui viennent d'entrer peut-être dans des grandes écoles, je ne vais pas les citer, et vous leur demandez, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils le méritent vraiment? Personne ne vous dira s'il est là parce qu'il a mérité vraiment ou c'est parce qu'on a payé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons que lorsque dans une société, l'école ne peut plus réguler le cadre social, pour que ceux qui se trouvent à une certaine position le méritent vraiment, ça posera toujours problème. Et c'est ça le rôle de la société, de réguler ça. Malheureusement, nous sommes dans une société, on parlait tout à l'heure de la corruption, et je l'ai toujours dit sur votre plateau ici, tant que ce phénomène va, parce que jusqu'à l'école primaire, jusqu'à l'école maternelle, ça commence par là. Vous voyez au CEP, un parent qui va pour
pour que son enfant compose le CEP, il faut déjà avoir l'examinateur. L'examinateur. Vraiment, il ne faut pas que mon enfant échoue parce qu'il faut que les comportements changent pour que l'école républicaine revienne au centre de la régulation sociale. On va arriver à ces propositions dans quelques instants, mais avant, on va donner la parole à M. Numbisi et Wafo. Qu'est-ce qui fait donc le blocus quand on fait le tour de la question? On a un peu le sentiment que les apprenants ne veulent pas s'adapter à la nouvelle donne, ou du moins les enseignants eux-mêmes, au-delà des enseignements qu'ils ont reçus dans les différentes formations, ont du mal à pouvoir communiquer avec les apprenants, et on est dans une espèce de grand fossé entre l'un et l'autre acteur principal, ou principaux si vous voulez, de ce système éducatif, à savoir d'un côté l'élève et d'autre côté l'enseignant. Vous savez, je veux pas... je suis un peu mal quand on veut nous faire croire que nous sommes dans un système où tout est bon. C'est peut-être la peinture que M. Bengan veut donner. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tout est bon. Non, je n'ai pas dit que tout est bon. Ça, c'est pas bon. J'ai dit que tout n'est pas mauvais. Il y a à redire, mais tout n'est pas mauvais. Je m'excuse. Donc il y a cet angélisme-là qui, moi, me pose un petit souci. Monsieur Benga devrait savoir que nous sommes dans un pays où quand même, et ça c'est la grande curiosité, où ceux qui sont chargés de concevoir, d'implémenter, d'animer notre système éducatif passent le temps à envoyer leurs enfants à l'extérieur. C'est un indicateur de ce qu'eux-mêmes ils reconnaissent qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes. Et qu'ils ne peuvent pas venir, eux qui aspirent à donner une formation de qualité à leurs enfants, ne peuvent pas venir mettre leurs enfants dans cette affaire-là. Donc il y a ça. Monsieur Benga ne peut pas me dire, et puis ça, vous savez, l'indicateur, on ne fait pas l'école pour l'école. Je veux dire, l'indicateur de la réussite d'un système éducatif, c'est au niveau de développement. Parce que l'école doit chuter in fine sur le niveau de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société qui est développée, vous comprenez rapidement que l'école a réussi. Mais dans une société qui est sous-développée, c'est-à-dire au niveau, autant matériel qu'immatériel, vous ne pouvez pas dire qu'une école a réussi dans un contexte comme celui-là. Et puis, puisqu'on doit revenir à l'enseignant. Mais M. Benga, il doit être le premier à savoir que les conditions de l'enseignant ne lui permettent pas de donner un travail de qualité. Et pourtant, vous avez la vocation oui, derrière. mais je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vous ai dit, il a parlé de la précarisation de l'enseignant. Mais l'enseignant est clochardisé. L'enseignant est clochardisé et il n'a même parfois pas le minimum vital. Et quand vous êtes dans ce genre de configuration, l'enseignant veut absolument, vous savez, chacun est animé par l'instinct de survie. L'enseignant veut absolument vivre. Et pour vivre, il prend souvent il utilise souvent des moyens qui ne sont pas en conformité avec ce que lui, il devrait incarner. C'est-à-dire quoi? Vous allez rencontrer des enseignants qui, en une semaine, ont parfois plus de 35 heures de cours en journée. Je rappelle qu'en temps normal, le maximum doit être 19 heures. Vous avez 35 heures de cours. Et lui, il a parlé, c'est bien que ce soit lui qui l'a dit, il a parlé de cours du soir et de répétition. C'est-à-dire qu'en journée, il est à l'école, en soirée, il est dans les répétitions, il est dans les cours du soir. Mais attendez, l'enseignant, au-delà de faire des cours, doit préparer les cours. Et vous pouvez vous demander à quel moment cet enseignant prépare les cours. L'enseignant doit faire de la recherche. Et vous pouvez vous demander à quel moment cet enseignant fait de la recherche. L'enseignant doit produire des rapports. Et vous pouvez vous demander à quel moment il produit des rapports. Il n'y avait pas la recherche, je voulais continuer. L'enseignant doit corriger les copies. Et vous pouvez vous demander à quel moment il va corriger les copies. L'enseignant doit préparer des épreuves. Et vous pourrez vous demander à quel moment il va. Ce qui se passe, c'est que cet enseignant-là ne fait plus les épreuves. Les mêmes épreuves du même enseignant reviennent parfois sur 10 ans. Je dis les mêmes épreuves. Et vous demandez si son enseignement est dynamique. En réalité, son enseignement a été ankylosé. Les cours reviennent sur 15 ans. Parfois les mêmes virgules, les mêmes points. Ces cours ont été fossilisés. L'enseignement n'est plus dynamique. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, vous avez un ensemble de choses qui ne peuvent pas, et dans la même classe, dans la classe que cet enseignant exerce, ou dans les classes où il passe, vous avez des élèves, vous avez 140 élèves parfois. Mais attendez, soyons sérieux. Si vous avez en face, avec tout ce que j'ai évoqué là comme difficulté, les effectifs pléthoriques. Oui, mais si vous avez en face, avec tout ce que j'ai évoqué comme difficulté là, 140 élèves, je me demande avec quels moyens
vous allez pouvoir passer des enseignements de qualité. Et lui, il est bien placé, M. Benga, pour savoir que ce que je dis là, ce n'est pas une invention, c'est des réalités de l'enseignant. Alors, je veux dire que cet aspect seulement de l'enseignant, qui en réalité est celui par qui doit passer la communication, la transmission du savoir, le simple fait que l'enseignant ne soit pas dans les conditions appropriées, fait énormément de problèmes et fait en sorte qu'on ne peut pas atteindre les résultats escomptés. Donc, vraiment, moi je pense que nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux en disant qu'il y a des choses à faire. Parce que c'est même en le disant que nous devons travailler à ce que la situation s'améliore. Mais si nous restons dans notre fierté, entre guillemets, qui consiste à dire que non, tout va bien, eh bien, on ne va pas avoir la possibilité de régler les problèmes parce que ces problèmes-là existent et ces problèmes-là se posent avec acuité. Oui. Alors, non, M. Menga, vous n'allez pas réagir. Parce que j'ai l'impression que... Non, Monsieur Moutomé, s'il vous plaît. Non, il y a une interprétation un peu globale. Je voudrais quand même qu'on avance. Vous me mettez une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit, et je reprends cela, et que mon frère le comprenne facilement, je n'ai pas dit que tout est parfait dans ce système.